Et bonsoir les amis, Salut tout le monde. bienvenue sur la charnière aujourd'hui pour une petite vidéo top 10 ranking du Ballon d'Or. La finale de la Ligue des Champions arrive tout bientôt, mais c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour ne pas être influencé par le résultat de cette finale. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour composer ce top 10, les amis, on va se baser sur les critères utilisés au Ballon d'Or. Avec Robin, on va se passer un peu la parole entre nous, choisir chacun un joueur jusqu'à arriver au vainqueur du trophée. Donc Robin, je te laisse expliquer un petit peu quels sont ces critères. Alors, les critères utilisés officiellement à la cérémonie du Ballon d'Or sont en numéro 1, les performances individuelles du joueur au cours de la saison. En 2, les trophées remportés par le club et par l'équipe dans laquelle joue ce joueur. Et en 3, le critère que personne ne respecte, la classe et le fair play, ça ne pèse pas bien lourd dans la balance. Mais comme vous l'avez compris, étant donné qu'on fait cette vidéo avant la finale de la Ligue des Champions, justement pour ne pas être biaisé par cette finale-là et essayer de récompenser réellement le meilleur joueur et pas le meilleur joueur de l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions, on va plutôt se baser sur les critères numéro 1, seulement le numéro 1, à savoir qui est le joueur qui individuellement a eu la meilleure saison en 2024-2025. Au vu de la dernière run populaire de Quentin, on sait à peu près à qui il va le donner cette première place du classement du Ballon d'Or. Du coup, c'est à toi de commencer avec cette 10e position, afin que moi je puisse dévoiler ma première position en dernier. À qui attribues-tu cette 10e place ? Alors pour moi, la 10e place va revenir à un joueur qui, sur le plan individuel, purement statistique, mérite quand même d'intriguer ce top 10. Je pense également qu'il joue dans un club qui est certainement le club pour prétendre à cette récompense normalement. Malheureusement, ce club, on en a déjà parlé, il a fait peut-être la pire saison de son histoire récente. Ouais. C'est le Real Madrid de Kylian Mbappé. Mbappé, ok. Je mets Mbappé quand même 10e, tout juste dans le top 10. Voilà, il est quand même le meilleur buteur de la Liga. 31 matchs joués, 27 buts, c'est quand même un bilan statistique assez excellent. Il est devant Robert Lewandowski pour 2 buts. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a quand même vraiment causé du déséquilibre au Real Madrid sur cette saison. On peut parler du fait qu'il est potentiellement l'un des acteurs de cette saison vraiment ratée. Néanmoins, et paradoxalement, c'est pour moi le seul joueur qui mérite, peut-être dans ce Real Madrid, de par justement cet apport statistique comme assez substantiel, de figurer à la 10e position de ce top 10 Ballon d'Or. Ok, moi je l'ai pas mis dans mon classement. Je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que pour moi il ne réalise pas une saison... il réalise une saison bonne en termes de statistiques, effectivement. Ouais. Mais dans le jeu, et comme à l'image de toute l'équipe du Real, c'est insuffisant cette saison pour moi. Et je ne pense pas que Mbappé fasse partie des 10 meilleurs joueurs sur cette saison, donc je ne l'ai pas mis, mais soit j'accepte ta 10e place. Je pense aussi que j'ai pris en compte le contexte, c'est-à-dire qu'on est justement sur une première saison, on sait que la pression était immense, les fans de Madrid l'attendaient depuis très longtemps, et il a su faire mieux qu'un certain Cristiano Ronaldo pour sa première saison. Ouais. Donc voilà, moi c'est vraiment pour la statistique et le fait que Mbappé, on sait à quel point la cote de popularité peut compter pour ce trophée, et il est quand même considéré comme un des meilleurs joueurs du monde sur ces dernières années. Donc voilà, moi je le vois quand même pas en dehors du top 10. Ok, je l'accepte, même si je ne l'ai pas mise. Mbappé, 10e du Ballon d'Or 2024-2025. Je vais directement enchaîner du coup avec mon 10e qui va du coup se retrouver 9e. Ce n'est autre qu'un joueur qui a écrit une page de son histoire il y a de ça quelques jours. Ok. C'est Harry Kane. C'est Harry Kane que je place 10e de ce classement. Pourquoi 10e ? Alors déjà, je pense qu'il fait une saison, 25 buts, 7 passes D, c'est une très bonne saison, dans les standards d'Harry Kane, finalement, voilà, il est 47 fois décisif en 45 matchs, toutes compétitions confondues. Pourquoi je le mets 10e ? Parce que en Ligue des Champions, souvent il a manqué quand même de poids dans les gros matchs. Il marque quand même au retour contre l'Inter, mais au match aller, c'est un peu... Il n'a pas proposé assez, il n'a pas été assez tranchant, et puis il rate cette grosse occasion. Il était aussi orphelin de son compère Jabal Mouziala. Oui, aussi, c'est vrai. Il a eu un petit trou d'air à un moment donné dans la saison. Pendant quelques matchs, il marque. Et par rapport à sa première saison, celle-là est moins bien que la première. Elle est moins bien. Et dans le jeu, il a été souvent... il a eu un petit manque de forme. Mais voilà, Kane reste un super attaquant. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur numéro 9 actuellement. Sûrement le meilleur numéro 9. Ouais, donc voilà, je l'ai mis 10e. Il se retrouve du coup 9e dans notre classement. Et à ne pas sous-estimer quand même qu'il reprend la Bundesliga avec le Bayern, alors que le Bayern l'avait perdu l'année dernière avec lui.
Donc voilà, Kane qui individuellement a quand même été le meilleur, le joueur le plus décisif sur l'attaque du Bayern. Donc il se retrouve 9ème de notre classement. Je te laisse enchaîner avec la 8ème place. J'allais même dire que si on a pris surtout le premier critère des performances individuelles, et il faut bien dire pour Harry Kane que cette fois on peut mobiliser l'argument du titre. Oui, pour Harry toi. Kane a un titre, donc 9ème place, allez, que je vais considérer comme mérité, même si je ne l'avais pas mis dans mon top 10. J'ai mis un autre joueur du Bayern, mais on peut y venir tout de suite. Et puis également la régularité. Hein. Oui, si on prend, on va pas se mentir, le Ballon d'Or prend aussi également en compte si les 2-3 dernières saisons d'un joueur sont excellentes, forcément ça le booste un peu au niveau du classement. Harry Kane, ça fait des années et des années, presque 10 ans qu'il est considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, même s'il y a ce running gag avec les trophées. Mais voilà, Harry Kane, 9ème. 8ème, qui as-tu mis ? Comme je l'ai dit les amis, moi à la 9ème place, j'avais mis également un joueur du Bayern, mais pas le même, moi j'avais mis Joshua Kimmich. Ok, ouais. La pierre angulaire du Bayern de Vincent Kompany, qui a vraiment su retrouver sa forme, son tout meilleur niveau cette année. À la création, à la récupération, il a eu ce poste quand même de milieu central aux côtés, soit d'un Pavlovic, soit d'un Goretzka. C'est vraiment ce patron du milieu de terrain du Bayern. Même les quelques fois où il a dû être placé à droite, c'était plus rare cette saison. Sous Thomas Tuchel, c'était plus souvent le cas. On voit qu'il a su également performer. Voilà, Joshua Kimmich, c'est quand même toujours quelques passes décisives. Il en a distribué 6 cette saison. Il a également marqué 2 buts. Mais voilà, c'est vraiment l'influence, le tempo qu'il imprime dans le jeu du Bayern. Lui qui est toujours capable de trouver ses passes un petit peu chaloupées là par-dessus la défense. Et pour moi, c'est sa meilleure saison. Également avec la Mannschaft, il a été vraiment extraordinaire sur la double confrontation contre l'Italie. J'ai souvenir du match aller-retour où il claque un nombre assez vertigineux de contributions offensives. Mais je vais venir à mon 8ème, qui est un ancien bavarois, qui joue aujourd'hui au FC Barcelone. C'est Robert Lewandowski. Je comprends. Robert Lewandowski, il n'est pas sur la meilleure période de sa saison actuellement. On sait qu'il a connu malheureusement cette blessure qui l'a empêché de jouer la demi-finale aller-retour contre l'Inter Milan quasiment. Il a joué la prolongation, mais je pense qu'il n'était vraiment pas au top de sa forme. La preuve en est qu'il n'est pas rentré dans le Classico qui s'est joué hier à l'heure où on enregistre cette vidéo. Mais pour revenir un petit peu sur sa saison, Robert Lewandowski, c'est le deuxième meilleur buteur de Liga. C'est des buts très important, notamment contre le Real Madrid à Bernabeu, le doublé, également en finale de Supercoupe. En fait, malgré le fait qu'il arrive sur une fin de carrière, 36 ans il me semble. Ouais, c'est ça. Il délivre toujours autant des super performances, et moi je trouve aussi que la reproche qu'on a pu peut-être lui faire des fois, c'est qu'il ne rend pas forcément ses coéquipiers meilleurs. Moi je trouve qu'il a eu ce rôle un peu avec Yamal et Rafinha, de très bons compléments pour les deux, particulièrement avec Rafinha d'ailleurs. Et son jeu de tête fait des ravages, ça toujours autant. Et quand on regarde ses statistiques, 49 matchs joués, 40 buts, 3 passes D, ça reste du Robert Lewandowski. C'est clinique, il a marqué également pas mal de buts en Ligue des Champions. Moi, je pense que 8ème au Ballon d'Or, c'est le minimum. Il sera derrière ses deux compères d'attaque, j'imagine, dans notre top 10. Mais voilà, je pense qu'il faut lui faire mention à la 8ème place, pour ma part. Alors, je vais directement enchaîner en vous disant juste qu'au passage, en 9ème position, malheureusement, j'ai mis Kane que j'avais mis 10ème parce que la 10ème position était déjà bloquée, mais en 9ème position, j'avais mis son compère, Michael Olise. 10ème position, j'avais mis Harry Kane. 9ème position, j'ai mis Michael Olise. Tout simplement parce qu'Olise, honnêtement, je pense que les fans du Bayern, dont nous faisons partie, pour rappel, diront probablement pour certains que c'est le meilleur joueur, en tout cas peut-être de la saison, mais en tout cas c'est le joueur qui nous a le plus impressionné, déjà parce que c'est sa première saison. C'est sa première saison, il finit la Bundesliga, il reste un match, mais 11 buts, 14 assists. Il réalise le double-double sur sa première saison en Bundesliga. Peut-être même réussir le double 20 d'ici la fin. Ouais, avec la Coupe du Monde des clubs. Ouais, peut-être. Je sais pas si la Coupe du Monde des clubs compte pour cette saison ou celle d'après, mais ouais, effectivement. Et Michael Olise a été, au-delà de pour statistiques qu'on vient de montrer, dans le jeu a été véritablement, surtout depuis l'absence de Jamal Musiala, et il a été vraiment le leader d'attaque, celui qui distribuait les ballons pour Harry Kane, celui qui débloquait les situations, capable d'envoyer des longs ballons dans l'espace, mais aussi de déverrouiller des blocs bas. Il est capable de tout faire, et honnêtement, au vu de ce qui se profile pour la saison prochaine, je pense qu'on a de quoi avoir... Enfin, les adversaires du Bayern ont de quoi avoir peur, parce que Michael Olise, je sens qu'il monte encore en puissance. Clairement, moi, petit commentaire sur Michael Olise. On a eu la chance avec Robin de le voir jouer cette saison. J'ai eu la chance d'aller voir jouer Lamine Yamal à Barcelone. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces deux joueurs ont un profil
techniques tellement similaires. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu 2 clones. On en fait beaucoup sur Lamine Yamal parce que voilà, il a 17 ans, c'est un peu le joueur le plus hype du monde, mais Michael Olise, c'est vraiment son clone. J'ai l'impression Ouais. qu'il a ce côté très passeur, également buteur, peut-être même encore plus qu'un Yamal. Et c'est ça, hein, on voit que son bilan statistique est quasiment à l'équilibre, et ça veut dire beaucoup de choses. Il a su step up aussi dans des grands matchs. Moi, je le trouve extrêmement présent. Contre l'Inter, il a été omniprésent. Ouais. Qui joue soit sur son côté droit, on voit Saïtma, enfin voilà, il est surtout, c'est un peu ce C'est-à-dire successeur Ouais. d'Arjen Robben Ouais. au Bayern. Mais on voit qu'il aime aussi vraiment beaucoup rentrer vraiment dans l'axe du terrain, encore une fois à la manière d'Arjen Robben, mais pas forcément pour frapper, bien qu'il aime le faire. Il l'a d'ailleurs fait ce week-end même contre Gladbach, mais il aime beaucoup également distribuer des centres, et ça c'est quelque chose qui manquait un peu au Bayern, je trouve, une qualité de centre. Donc voilà, aussi pour ce qu'il a fait avec l'équipe de France. C'est lui qui J'allais le qualifie, dire, ouais, effectivement. l'équipe de France contre la Croatie pour le Final Four de la Ligue des Nations. Moi je pense que, comme tu dis, Olysée, il y a moyen que dans les prochaines années ils soient encore plus hauts, même s'il a des compères d'attaque avec qui il y aura de la concu, c'est clair. C'était pour du coup ma 9e position, ma 8e position que tu viens de dévoiler pour la tienne. Moi en 8e j'avais mis Lautaro Martinez, Ok. qui sur cette saison individuellement réalise comme aussi un peu à l'image de la régularité d'un Harry Kane dont on a parlé tout à l'heure. Lautaro Martinez réalise encore une fois une saison excellente. Il est à 22 buts cette saison, alors que les dernières, voilà, il était à 27, 28, 25. Il est dans ses standards. Je trouve qu'il a aussi su, là où il était peut-être un peu sous-coté ces dernières saisons, se montrer dans des gros matchs. Contre le Bayern, il fait très mal. Contre le Barça, il fait très mal également. Le retour, il joue sur une jambe. C'est un poison. Surtout au retour d'ailleurs. C'est un poison, ouais. C'est un poison pour la défense, pour n'importe quelle défense. Et juste pour son bilan statistique également, pour son apport dans le jeu, pour sa bonne mentalité sur le terrain, ce qu'il apporte à cette équipe de l'Inter, je l'ai mis 8e. Ce qui me fait arriver sur ma 7e place, on a parlé. 7e place, et ça va peut-être te surprendre, attention, j'ai mis Virgil van Dijk. Virgil van Dijk 7e. Non, ça s'entend. Le capitaine des Reds, qui prend sa 2e Première Ligue et qui commence sérieusement à rentrer dans le débat des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Première Ligue. Il prend 2 Premières Ligues, il est capitaine. Il faut savoir que ça n'était jamais arrivé à un capitaine néerlandais qui amenait son équipe à gagner la Première Ligue. Ça n'était jamais arrivé. Virgil van Dijk qui est revenu au top de son niveau des années fin 2010, donc vers 2018-2019. Il a été juste exceptionnel, vraiment le leader mental et le leader de cette défense des Reds qui a été si forte tout au long de la saison. Malheureusement, son aventure en Ligue des Champions se termine un peu trop tôt. Mais on peut en vouloir à qui d'avoir perdu contre ce PSG là. Donc honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais Virgil van Dijk pour moi, pour l'ensemble de son œuvre aussi, peut-être pour le Ballon d'Or qu'il n'a pas eu en 2019, je le mets 7e de mon classement. Ouais, c'est bien vu. J'aurais pu y penser, malheureusement, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Dans un top 20, je l'aurais mis tous les jours. Dans le top 10, j'avoue qu'il y a d'autres joueurs que j'ai préféré plébisciter. Et je vais y venir tout de suite. Alors, c'est à moi, les amis, de vous donner ma 7e position. Tout d'abord, j'ai envie de dire que tu as déjà dit mon 6e. Donc, je vais d'emblée le dire. Moi, c'était Lautaro Martinez. Ok. Que j'ai mis 6e. Je l'ai même mis un petit peu plus haut parce que l'Inter en finale de Ligue des Champions, il en est quand même un des grands artisans. C'est peut-être un peu ce joueur, entre guillemets, star de l'Inter, un des seuls. C'est vrai que l'Inter n'a pas forcément d'individualité comme à le Barça, comme à le Real, comme à le Bayern, etc. Mais ouais, Lautaro Martinez, quel travail ce numéro 9. Franchement, aussi, comme tu dis, la stabilité. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut récompenser. Et en Ligue des Champions, cette année, il a quand même de très très bonnes statistiques, en plus d'être très influent dans le jeu. Mais du coup, je vais vous donner mon 7e, qui sera le 6e de notre classement commun. C'est le portier italien Gianluigi Donnarumma. Oh, tu l'as mis autant. Carrément, ouais. Je l'ai mis 7e. Mais ça sera notre top 6. Gigio, que dire de ce gars-là? C'est le seul gardien, déjà, de notre top 10, bien que le Suisse Yann Sommer pourrait peut-être figurer dans le top 30, pourquoi pas. Mais pour parler un peu de ce grand monsieur, extrêmement décrié par les supporters parisiens depuis son arrivée, il soufflait un peu le chaud et le froid. Mais cette saison, force est de constater que pour moi, il est l'un des artisans majeurs, si ce n'est l'artisan majeur de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions, décisif à tous les tours. La séance de penalty contre Liverpool, contre Aston Villa, il sort des parades cruciales, exactement la même chose contre Arsenal, surtout les 15 premières minutes du match retour, également à l'Emirates. Enfin bref, il a fait des parades que peu de gardiens auraient fait, je pense.
Il a démontré que sur sa ligne, c'était toujours autant un monstre. Il s'est également amélioré dans ses sorties, le point qui lui était avant tout reproché. Donc pour moi, ouais, Gigio, je pense que c'est presque le Parisien que j'aurais envie de mettre le plus haut, parce qu'il a été vraiment capital de bout en bout. Il n'a pas raté un match depuis vraiment qu'on est entré dans la phase cruciale de cette Ligue des Champions. Donc ouais, pour moi, j'ai envie de récompenser un gardien. Et c'est Gigio Donnarumma qui prendra la 6e place de notre top 10 Ballon d'Or. Allez, bah, ça tombe bien, ça tombe bien. Je dois dire mon 5e du coup, et je veux dire qu'en 6e, j'avais mis Lewandowski. Ok. J'avais mis Lewandowski 6e, Toutes les raisons qu'on a Van dit. Dijk, pour toutes les raisons qu'on a déjà dit, ouais, effectivement, qu'on a déjà évoquées. Ce qui m'amène à ma 5e position. On entre dans le top 5. On entre dans le top 5, qui selon toi est indiscutable. Pour moi, l'ordre est discutable, mais les 5 noms, on aura le même à mon avis, parce qu'on les a toujours pas dit. Probablement. En 5e position, j'ai mis Pedri. En 5e position. Pedri, pourquoi ? Parce que, alors, le talent du joueur est indéniable. Là, chaque fois que j'ai vu des matchs de lui, il garde super bien la balle, etc. au milieu de terrain. Je trouve simplement qu'on en fait à peine trop. Peine trop sur le joueur. J'ai rigolé parce que je sais ce que t'en penses. Oui, Pedri, j'adore. Hein, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit, mais j'adore le Pedri, c'est un ballon d'or, il y a pire. Oui, j'adore le joueur, j'adore ce qu'il propose sur le terrain, j'adore la manière dont il contrôle le tempo du jeu. C'est vrai, joueur exceptionnel, mais pour moi, il y a des joueurs simplement qui ont plus d'impact dans leur équipe que Pedri cette saison, notamment au Barça et notamment dans d'autres équipes. Oui, c'est un joueur qui garde super bien la balle, qui dicte le tempo, mais pour moi, par exemple, il n'a pas grand-chose à envier à Kimmich au Bayern, par exemple. C'est un joueur qui dicte autant bien le tempo. Ouais, Vitinha à Paris, par exemple. Vitinha à Paris, les mêmes. Je trouve que là, quoi. Vu la manière dont on parle de Pedri, je ne comprends pas qu'on ne parle pas de la même manière de Kimmich, de Vitinha. Fut un temps de Gravenberch à Liverpool, de Barella à l'Inter, qui lui est en finale de Ligue des Champions, contrairement à Pedri. Donc voilà, Pedri, super joueur, mais je le mets 5e. Mon avis sur la question, faut dire que les supporters du Barça sont très très forts pour faire la propagande de leur. Voilà, exactement. Mais pour le coup, c'est quand même à juste titre. Pedri, moi je peux vite faire venir sur le joueur du coup. Ouais. Je l'ai mis 3e, moi, Pedri. Ok. Je l'avais mis 3e, premier membre de ce podium, justement parce que c'est quand même une des clés, moi je trouve, de ce Barça. Tu dis qu'il a rien à envier à Kimmich, ceci, cela, je suis assez d'accord. Mais pour moi, ça n'empêche pas le fait que c'est peut-être le pion le plus important de l'échiquier d'Hansi Flick. On l'a vu notamment au déplacement au Signal Iduna Park. Pedri avait été mis au repos par Hansi Flick. Et j'ai l'impression que la lumière était un petit peu éteinte. Et que les joueurs de profondeur, que sont Yamal et Rafinha, surtout Rafinha, ont été un petit peu sevrés de ballon. Voilà, ces longs ballons que Pedri distille, notamment contre l'Inter. On voit que c'est lui qui donne ce ballon pour Rafinha, très important, qui les remet dans le match à 2-2. Enfin voilà. Pedri, c'est quand même ce gars qui fait aussi énormément de courses progressives, ballon au pied, comme peu de joueurs sont capables de le faire. Enfin, on en a cité, les Kimmich, les Vitinha en sont également capables. Mais voilà, pour moi, c'est pas parce que on le voit moins dans le jeu qu'il est moins important sur le terrain quand même. Donc pour moi, c'est quand même 3e pour Pedri. Je vais venir à mon 4e. Ton 4e. Directement. Mon 4e, c'est là où ça va commencer à faire jaser, parce que là, on entre dans les joueurs qui le méritent potentiellement tous pour différentes raisons. Pour moi, mon 4e. 4e, au pied du podium. Je mets le français Ousmane Dembélé. Ok. 4e. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Avant 2025, faut quand même se rendre compte de où on part, les amis, parce qu'aujourd'hui, les gens en font un favori, du moins top 3 assuré. Et à raison, parce que quand même, quand on jette un coup d'œil à ces statistiques, c'est très propre, 46 matchs, 33 buts, 11 passes D, bilan en plus assez équilibré. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'autant que sous son nouveau rôle, on le connaissait pas comme ça, Ousmane Dembélé. C'était vraiment le joueur irrégulier par excellence, je pense. On sait qu'il a été signé au Barça pour une énorme somme, n'a jamais su vraiment répondre aux attentes. À Paris, c'était la même chose. Il a jamais su. En fait, il était trop frustrant. Un match exceptionnel, un match. Il était catastrophique et il n'a pas progressé, j'ai l'impression, sur les 5-6 dernières saisons depuis qu'il arrive à Barcelone. En fait, c'était le même joueur. Et jusqu'à cette année 2025 où je ne sais pas ce que Ousmane Dembélé a consommé au Nouvel An. Mais c'est devenu un joueur beaucoup plus clinique, beaucoup plus froid. Et voilà, aussi quelque chose à mettre à son crédit, c'est qu'il marque dans des matchs importants, il marque à Anfield, il marque à l'Emirates. Donc ça en fait quand même un candidat crédible pour moi au Ballon d'Or. Maintenant, pourquoi je le mets entre guillemets que 4e ?
c'est parce que pour moi, il a quand même un petit peu moins de talent foot que Yamal et Pedri. Ouais. On va dire qu'il me fait un peu moins rêver balle au pied. Effectivement. Et si on prend l'angle statistique, Rafinha est au-dessus. Donc c'est pour ça que moi je le mets en dessous du trio de tête catalan. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais plus exactement combien je l'avais mis. Écoute, je l'avais mis 4ème. Ok, moi je l'avais mis 4ème, j'avais mis au premier pied du point podium d'accord aussi. Voilà. Je l'avais mis au pied du podium pour toutes les raisons que tu as évoquées. Mais également parce que oui, c'est pas le joueur le plus talentueux, c'est pas le joueur le plus waouh. Il a eu 2 mois de waouh. Pour moi, c'est janvier-février, une partie de mars. Parce qu'on était surpris aussi. Aussi, mais parce qu'il marquait à tous les matchs, on va pas se mentir. Maintenant, depuis quelques temps, il est toujours fort, hein, mais un peu moins ça. Il a marqué à l'Emirates, mais par exemple au retour, il ne marque pas. En Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. Il était blessé, il est rentré. Ouais, c'est vrai, il est rentré. Mais en Ligue 1, un peu pareil. J'ai l'impression que sa grosse forme du moment de début d'année est un peu en train de s'essouffler. Et pour moi, je pouvais pas le mettre plus haut quand on sait que le Ballon d'Or récompense une saison en entier. Ah oui. Donc, première partie de saison, elle était vraiment pas catastrophique, mais vraiment pas terrible. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Ousmane Dembélé 4ème, ça me va très bien. Et je vais arriver sur mon 3ème. Du coup, tu avais mis toi Pedri. Moi, Pedri que j'avais mis 5ème. Du coup, en 3ème, j'ai mis le Barcelonais, forcément. Rafinha, en 3ème position. Alors, Rafinha, c'est un peu la même histoire que Dembélé, finalement, mais sur toute une saison. C'est-à-dire que Rafinha, on le connaissait sous 10 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues en 2023-2024. Il jouait à Leeds encore il y a 3 saisons. Quoi. Voilà. Il est à 34 buts, 22 assists. Voilà. Il est à 56 contributions décisives en 54 matchs. C'est exceptionnel. Voilà, il est dans le débat des meilleurs attaquants du monde en ce moment. C'est assez logique. Bilan statistique de fou furieux. Que dire de plus de Rafinha qui s'est vraiment découvert cet instinct de buteur et de finisseur des actions du Barça. Là où sous Xavi, il n'avait pas du tout ce rôle et il n'avait pas la confiance aussi de ce coach-là. Hansi Flick a su vraiment modifier ce joueur. On dirait presque qu'il l'a fait évoluer en 3 mois. Un Pokémon. C'est un Pokémon, ouais, vraiment, Rafinha. Donc voilà, pour récompenser aussi une saison un peu à l'image d'un Olysée où on s'attendait pas à le voir à ce niveau-là directement. Dembélé, on s'attendait pas non plus. Ben voilà, lui, c'est le plus flagrant. C'est le joueur qui a le plus progressé en une saison, selon moi. Et Rafinha, du coup, je le mets 3ème de ce classement du Ballon d'Or parce qu'il est dans une équipe qui, en plus, prend la coupe, la Super Coupe, et prendra probablement la Liga. Il manque que la Ligue des Champions. Donc voilà, puis aussi la mentalité d'un gars qui ne lâche rien jusqu'à la 90e. J'ai souvenir de son but au Benfica, par exemple. Un joueur que j'adore sur la saison et Rafinha, je pense que podium du Ballon d'Or, ça lui va bien pour cette saison. Là, c'est très intéressant parce qu'on va discuter, toi et moi. Ok. On va commencer par Rafinha. Moi, Rafinha, je l'ai mis 2ème. Ok. Je l'ai mis 2ème et sincèrement, il est pas loin du premier quand même. Ouais. C'est le seul pour moi qui s'en rapproche. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, contrairement à Ousmane Dembélé, par exemple, et contrairement au gars que j'ai mis 5ème et que tu as mis top 2, du coup, il a été exceptionnel du début à la fin de la saison, je trouve. Statistiquement, il n'y a pas un match où il affaiblit. Il est présent dans énormément de matchs importants. En fait, j'ai presque pas souvenir d'un match important où il ne marque pas. C'est assez spectaculaire, hein, mais voilà, dans les classicos, il marque toujours. Encore, le dernier en date, il met doublé. Contre le Borussia Dortmund, également doublé à l'aller. Contre l'Inter, il marque aller-retour, si on lui accorde le but que Yann Sommer met dans son but. Enfin bref. Rafinha, autant en Liga qu'en Ligue des Champions, comme tu dis, il a su être méga présent. Moi, j'ai aussi envie de voir ça. Regardez un peu, c'est ça, hitmap là. C'est en fait un joueur, je trouve, qui, dans le caractère, est exemplaire. Parce que il a peut-être des fois un peu ce côté agaçant que peut avoir un Vinicius, ceci, cela sur le terrain, oui. Il râle beaucoup, tout ça, mais moi j'ai l'impression de voir le Vinicius aussi d'avant, c'est-à-dire celui qui ne rechigne pas à l'effort, celui qui va faire les courses comme un mort de faim, il presse toujours. Le pressing qu'il fait encore sur Vasquez hier, son but il se le crée quasiment tout seul finalement. Donc pour moi Rafinha n'a rien à se reprocher sur cette saison. S'il finit pas Ballon d'Or, c'est juste parce qu'il joue avec un extraterrestre. C'est vrai. Mais voilà, pour moi, Rafinha, 2ème place, entièrement méritée pour ce joueur. Vraiment, l'année de l'inattendu, un peu pour lui et Dembélé. Et du coup, je vais évoquer ma 5ème place que je n'ai pas encore dit, mais je vais très succinctement l'évoquer parce que pour toi, il sera top 2. C'est Mohamed Salah. Moi, je l'ai mis 5ème. Parce que là, on parlait de statistiques. Bon, là, on a ce qui se fait de mieux en la matière, je pense. C'est affolant, les amis.
Ouais. surtout en première ligue. C'est ça aussi que j'ai envie de noter. 36 matchs, 28 buts, 18 passes D. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets que 5e? Encore une fois, 5e, c'est un excellent résultat au Ballon d'Or, hein. Mais c'est surtout le fait qu'il y a eu quand même un petit coup d'arrêt pour Salah. Mhm. Il était extraordinaire sur la première partie de saison quand Liverpool roulait sur la première ligue, même s'ils ont continué de le faire un peu sur l'ensemble de la saison. Mais voilà, il y a cette élimination, bien que dommage contre le Paris Saint-Germain, parce que c'était un peu du 50-50. Cette confrontation, ils auraient pu également passer, ça s'est fini au penalty. Mais sur la double confrontation, il est absent. Vraiment rendu muet par Nuno Mendes. Donc, comme on dit, c'est comme dans les grands matchs qu'on attend les grands joueurs. Mhm. Et ça fait quand même un gros bout qui manque pour moi. Tu peux pas vraiment placer un mec sur le podium du Ballon d'Or qui s'est fait éliminer en 8e. Je trouve ça quand même difficile. Bien que je suis pas pour récompenser que celui qui gagne le titre à la C'est fin. le but de la vidéo finalement. Et c'est pour ça que je le mets 5e quand même, parce que statistiquement c'est exceptionnel, c'est comme un Rafinha. Mais tu vois, si tu fais la comparaison avec Rafinha, pour moi Rafinha mérite plus, ne serait-ce que parce qu'il va prendre 3 titres par exemple, certainement. Alors que, bon, Salah prend la PL, ça c'est quand même, ça a du Prend la poids. PL qui a Et, plus de poids que tous les autres championnats. oui, mais, ouais. absolument. Mais quand même, pour moi, cette élimination en Ligue des Champions, elle fait tâche. Mais pas que parce que si Salah avait mis un doublé sur la double confrontation, quelque chose comme ça, j'aurais pas dit la même chose. Mhm. Mais là, il a quand même été absent. Puis surtout, il a freiné quand même dans les stats. Il marque toujours, mais beaucoup moins qu'au début de saison. Mhm. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais pour moi, sur l'ensemble de la saison, c'est peut-être sa meilleure ou sa deuxième meilleure à Liverpool Mhm. dans l'ensemble. Donc il mérite quand même son top 5 assez largement. Et donc les amis, maintenant qu'on arrive sur le podium, comme je vous l'ai dit, ça sera un trio catalan pour ma part avec Pedri en 3e, Rafinha en 2e. Mais toi, tu as décidé de mettre un Reds, de ce que j'ai compris. J'ai décidé de mettre un Reds. Et ce Reds, c'est Mohamed Salah. Et ce Reds, il est Ballon d'Or. Ce Reds, il est Ballon d'Or pour moi. Mohamed Salah prend le Ballon d'Or. Je mets Lamine Yamal, deuxième du Ballon d'Or. Simplement, pour une seule bonne raison, c'est que si tu additionnes là, en première ligue, en championnat, les buts et assists de Mohamed Salah, tu arrives à 46. 46. Si on va sur Rafinha, que l'on a vu tout à l'heure, tu cumules ses buts en championnat ici, il est à 27. Et Lamine Yamal, si tu cumules ses buts et ses passes décisives en championnat, il est à 19. 19 et 27, ça fait 46, pardon. Ça, tu l'avais préparé plus cet après-midi. C'est-à-dire que Salah, Ok. il met simplement, en fait... Comment dire? Salah, il a juste, en fait, le même nombre de statistiques en championnat. Même plus, il en a 2 de plus. Il est à 46 quand les autres sont à 44 cumulés que Rafinha et Yamal cumulés en Liga. Tu peux faire la même petite statistique en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il a joué moins de matchs, forcément. 3 buts, 4 passes D en 9 matchs. Bon, ça reste pas mal, mais tu regardes le bilan de Rafinha. Il prend la Première Ligue, qui est un championnat bien plus renommé que la Liga. Voilà, on est dans le débat là. On entre dans le débat, mais franchement, tous les week-ends, tu joues contre des équipes du top 6. Et si c'est pas des top 6, tu joues des Aston Villa, tu joues des Newcastle, tu joues des Nottingham, qui étaient chauds cette saison, etc. Il a roulé sur la Première Ligue à lui tout seul. Il a battu le record du nombre de buts plus passes décumulés sur une saison de Première Ligue. Cette saison, celle-là. Il n'a pas fait que le battre, il l'a exterminé. Le précédent record était à 47, il me semble, ou 45. Donc il est à 48 maintenant, il reste encore 2 matchs. Donc voilà, Mohamed Salah pour moi, il fait la meilleure saison de sa carrière. Il prend la Première Ligue, donc la deuxième de sa carrière. Pour la régularité aussi depuis tant d'années, on l'a dit, alors que Yamal, bien sûr, c'est dû à son âge, il a 17 ans, c'est sa première saison en pro complète, mais même si l'année passée, il a déjà pas mal joué. En revanche, cet argument s'applique beaucoup plus à Rafinha, qui est un joueur qui réalise une saison exceptionnelle, un peu à l'image d'un Ousmane Dembélé, mais c'est la première saison où il performe à ce niveau, alors que Mohamed Salah, ça fait depuis qu'il est à Liverpool, donc depuis 2017, qu'il est dans les meilleurs attaquants chaque année. Et cette année, en prenant cette Première Ligue-là, en roulant sur toute la Première Ligue, en s'arrêtant malheureusement trop tôt, mais contre le futur vainqueur probable de cette Ligue des Champions, je donne le Ballon d'Or pour l'ensemble de son œuvre, je le donne à Mohamed Salah. Également parce que Yamal, bien que pétri de talent... Donc toi, tu le mets combien, Yamal ? Deuxième Yamal. Bien que pétri de talent, il n'a pas encore, pour moi, le caractère assez décisif d'un joueur
pour prétendre au Ballon d'Or. Ces statistiques, pour moi, ne sont pas suffisantes pour prétendre à un Ballon d'Or. Surtout quand on voit en fait qui est là à côté. En fait. Là, il est à 36 en 52, ce qui est exceptionnel pour un gars de 17 ans, ce qui est exceptionnel. Mais quand tu vois qu'il y a des gars qui ont plus de buts passes D cumulés que de nombre de matchs, je pense que Lamine Yamal a encore le temps pour prendre 5-6 ballons d'or. On verra à la fin. Mais je mets Mohamed Salah pour l'ensemble de son œuvre ballon d'or. Ok, magnifique. Quel beau débat. Je peux juste faire le mec un peu chiant. Mais oui. Tu peux retourner sur la page de Mohamed Salah, s'il te plaît. Mohamed Salah. T'as mis en avant ces statistiques mirobolantes. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, le joueur a vraiment roulé sur la première ligue. Mais si on va sur la heatmap, il y a un truc qui m'a marqué, le point de penalty. Ouais. Il est très rouge quand même. C'est un vrai débat. Il est très rouge. Non, mais on rigole. On taquine. Mais Salah a les penalties que Yamal n'a pas. Et que Rafinha n'a pas. Effectivement. Et il en a eu beaucoup, si on est honnête. C'est pas pour discréditer la saison de Salah. Franchement, je peux pas te contredire sur l'argument statistique. Là, c'est un peu deux visions du foot différentes qu'on m'a proposées sur la Villa. Vous l'avez compris, moi les amis, je suis quelqu'un qui aime le football et donc je mets Lamine Yamal Ballon d'Or. Je mets Lamine Yamal Ballon d'Or. Non, je mets Lamine Yamal Ballon d'Or. Tout simplement parce que pour citer l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, un joueur comme ça, on n'en voit que tous les 50 ans. Ouais. Et je peux que être d'accord avec ce monsieur parce que Lamine Yamal, pour moi, c'est le football et c'est en fait pourquoi on aime le football, les amis. On aime voir des buts, on aime voir les passes D, on aime voir ses statistiques, on fait waouh, exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait vraiment faire waouh à n'importe qui, même quelqu'un qui ne suit pas le football, même ma maman qui regarde 3 matchs par an, elle regarde Lamine Yamal, elle fait waouh. C'est que ce gamin a des gestes que personne d'autre n'a et il fait vivre des émotions en fait. C'est les émotions qu'il transmet de comment il joue, de comment il se comporte. On a l'impression qu'il joue avec ses copains alors que il est mineur. On l'oublie souvent parce que Yamal, on a même l'impression que ça fait un moment qu'il est là depuis le temps qu'on en parle maintenant, depuis l'été dernier déjà. Tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche. T'as parlé de caractère décisif. Je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, il n'a pas encore l'apport substantiel, surtout au niveau des buts. Parce que sur les passes décisives, il me semble que si on prend également les matchs de sélection, il est potentiellement meilleur passeur d'Europe. J'avais vu la stat défiler. Ouais. Donc pour moi, il est peut-être vraiment pour le moment plus passeur que buteur, à voir comment il évolue parce qu'il a que 17 ans. Va-t-il se transformer en un grand buteur? Va-t-il se transformer en un tireur de coup de pied arrêté? C'est quelque chose qu'il n'a pas encore dans son arsenal. Il tire pas les coups francs, il tire pas les penalties. Ouais. C'est ce qui manque encore dans la comparaison, la fameuse comparaison avec Lionel Messi par exemple. Ça, c'est à voir encore. Maintenant, le problème, c'est que tu me dis qu'il est plus passeur que buteur, etc. Il y a 20 assists sur la saison en club, toutes compétitions confondues. Et Salah, qui est vraiment presque un pur attaquant buteur, à 23 passes décisives. C'est intéressant. Et pour moi, Salah est en termes d'efficacité, en termes d'impact, aussi vraiment substantiel dans les statistiques. Et à un niveau clairement au-dessus de Lamine Yamal. Et si je peux reprendre l'argument effectivement, Lamine Yamal fait lever des foules, Lamine Yamal procure des émotions, mais Hatem Ben Arfa faisait le pareil. Et pour moi, là n'est pas tout l'enjeu. Même si ça doit faire partie de ce débat-là, tu ne peux pas donner le ballon d'or à juste l'attaquant qui met 30 buts sur la saison. Mais quand même, Salah est loin d'être un peintre à ce niveau-là. Non, mais alors il est clairement pas. Et c'est pour ça que je l'ai mis. On reste là-dessus, non, c'est clair. Que j'ai mis premier, mais mon unpopular opinion de tout à l'heure serait en rapport avec ce débat-là, légèrement. C'est intéressant. On va très vite y venir, mais je vais conclure du coup. On va conclure la vidéo, les amis, sur ça. Donc Robin, ton ballon d'or, Mohamed Salah, moi, Lamine Yamal. Quoi qu'il en soit, c'est 2 joueurs exceptionnels qui nous auront fait vibrer tout au long de la saison. C'est intéressant aussi justement d'avoir ce débat, les amis. On aime beaucoup avoir ce type de vidéo sur la chaîne. On espère que vous appréciez tout autant quand on a des petits désaccords comme ça. Moi j'aime bien, voilà, ça permet un peu d'opposer des visions du foot. Mais en attendant, tu m'as promis une unpopular opinion que j'ai envie d'écouter sans plus tarder. Alors, je vais vous te dire que pour moi, Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux du monde. Le deuxième, c'est Lamine Yamal. Le troisième, c'est Lamine Yamal. Et après Lamine Yamal, le joueur le plus talentueux derrière lui dans la génération de jeunes joueurs que l'on voit actuellement, c'est Florian Wirtz. Ok. Aucun joueur, pour moi, n'est au-dessus du talent de Florian Wirtz, si ce n'est Lamine Yamal.
C'est mon unpopular du jour et c'est en rapport avec le football talent qu'on évoquait juste à l'instant. Donc voilà. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à se plonger dans ce classement que l'on découvrira en septembre, il me semble, le classement du C'est dans un Ballon autre moment encore. C'est dans un petit moment. Les votes seront sûrement beaucoup moins éparpillés que ce que l'on vient de faire, étant donné qu'on connaîtra l'équipe qui aura gagné la Ligue des Champions d'ici là, à moins que l'Inter la gagne, ça redistribuerait pas mal de cartes. Mais en attendant, nous, on vous a proposé les 2 classements qui s'affichent maintenant sous vos yeux. Et puis, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos également dans le débat, etc. En attendant la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, qui vous aimeriez voir Ballon d'Or et quel podium vous aimeriez voir dans les commentaires. Vous pouvez lâcher votre meilleur commentaire et votre meilleur pouce bleu, vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Mais on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao, prenez soin de vous.